Salam alaikum, Zofillaoun, bonsoir. Deux Algériens qui vivent à Londres discutaient hier de l'actualité algérienne. Appelons-les Flan et Felten. Ils discutent. Flan. Alors, ce voyage en Algérie. Felten répond. Tu sais, avant, quand j'y allais, j'étais choqué. Maintenant, j'ai de la peine pour nos compatriotes. Ils sont vraiment en souffrance. À part ceux qui trouvent leur compte et qui tombent sur quiconque tente de comprendre. Ce voyage m'a appris une chose. Je sais maintenant que la formule « c'est la jungle » ne correspond plus à notre pays. Flan. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça s'arrange? Felten. Non, au contraire. J'ai découvert que c'est pire que la jungle. Parce que la jungle a des règles. Parce que dans la jungle, quand un fauve est rassasié, qui n'a plus faim, il ne tue plus, il ne tue pas inutilement. Une proie lui passerait sous le nez qui ne lui sauterait pas dessus. En Algérie, c'est pire que la jungle parce que des gens qui sont riches comme tu peux même pas t'imaginer, qui sont parés pour des générations entières, qui ont volé des fortunes colossales, en plein jour et devant tout le monde. Normalement, ils arrêtent de voler et ils profitent de leur butin, font la sieste. Eh bien non, ils continuent de voler. Au moment où des retraités qui ont travaillé toute leur vie vivent presque dans la misère ou dans la misère, que des personnes en situation de handicap manquent de tout au point où la vie leur est devenue insupportable, insoutenable, au point où des gens meurent de maladies bénignes, faute de soins appropriés, au moment où l'université forme des diplômés en chômage ou des diplômés chômeurs au choix, au point où la même université se distingue par le plagiat, le trafic des notes, des diplômes, des bourses à l'étranger, et j'en passe. Et c'est pire que la jungle, parce que les gens les plus respectés, les plus considérés, ceux qui ont droit au chapitre, à la parole, à la une, à la claque, à la brosse, sont justement les prédateurs qui ont ruiné le pays. Ils sont tellement respectés que même les hommes de religion, enfin ceux qui ont squatté le fonds de commerce de la religion, sont devenus les laudateurs d'Ali Baba et des 40 000 voleurs. Flan, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Felten. Et qu'est-ce que tu aurais dit alors si je t'avais tout dit? Et que je ne pourrais pas te dire en une année de blablabla? Mais je vais te dire, pour ne pas te faire perdre ton temps ni le mien, juste deux choses. Cette fois-ci, quand je suis parti, ce que j'ai vu. La première des choses est que les mosquées sont bondées, pleines à craquer, pleines à rabord, l'ilfum. Alors que les ordures ménagères jonchent les trottoirs, que les bas-côtés des routes sont pleines de bouteilles de bière vides que les consommateurs lancent depuis leurs véhicules parce qu'on leur a fermé les bars, qu'une minorité vit comme si elle était en Occident, pendant qu'une majorité de gens vit dans la détresse, dans l'inquiétude, dans l'incertitude des lendemains. Flan. Et l'affaire Panama Papers, Shekib, Bouchouareb, qu'est-ce qu'ils disent les gens là-bas? Felten. Ah là, le génie populaire a quand même été présent. Il a tout de suite joué. Parce que si l'Algérien a perdu presque toutes ses valeurs, il a gardé intact son humour et sa façon de tourner le régime en ridicule. C'est tout ce qui lui reste, c'est son dernier luxe. Tu sais quel nom il a donné à Panama Papers? Son copain. Quoi? Comment ils ont appelé Panama Papers? Dis-moi. Ils l'ont appelé Panama Pampers. Aujourd'hui,
TSA. Empêchés de poursuivre leur marche sur Alger, les enseignants contractuels entament une grève de la faim. Par Malak Ayesh. El Watan. Panama Papers, une fraude fiscale mondiale, Khalil, Hemch, Bedjaoui et Habour cités. Par Salima Tlemceni. Le Point. Panama Papers, Algérie, Abdeslam Bouchouareb, le scandale de trop. Par Hajer Gnenfa. Aujourd'hui, nous traiterons de deux sujets dans l'émission. Les deux sujets qui dominent l'actualité. Panama Papers et la marche des enseignants contractuels. Avec nous, dans une première partie, dans l'affaire des enseignants, de la contestation, de la protesta des enseignants contractuels, Souheila Bouklel, enseignante, et Fahima Mahmour, enseignante. Ensuite, nous recevrons Sami Oussaddiq dans la deuxième partie pour parler de Panama Papers, Bouchouareb, Chekib Khalil, etc. Donc, nous allons commencer par Souheila Bouklel, enseignante. Souheila Bouklel, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous où est-ce que vous en êtes, où en est votre contestation, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment avec les manifestants? Excusez-moi, j'entends pas très bien ce que vous avez dit maintenant. Répétez s'il vous plaît. Alors, où est-ce que vous vous trouvez, les manifestants, les marcheurs, les enseignants? À quel niveau ils se trouvent aujourd'hui et où en est votre mouvement? Oui, nous sommes toujours ici à Abu Douaoua. Nous sommes ici à Abu Douaoua toujours. Il y a toujours des enseignants qui ont fait une grève de faim. On peut dire des centaines d'enseignants qui ont fait une grève de faim. Oui. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris cette décision. Voilà. Donc, on apprend donc des enseignants ont entamé une grève de la faim tout en étant parmi vous, hein, parmi les marcheurs. Pardon? Oui. Le problème, c'est que vous ne m'entendez pas bien. C'est un problème, c'est un vrai problème. Oui, je n'entends pas très bien ce que vous avez dit. Oui, alors dites-moi, moi j'aimerais vous poser une question. J'espère que vous m'entendrez parce que la question est très importante. Les enseignants contractuels, normalement, moi je vous parle en connaissance de cause parce que quand j'étais tout jeune, j'étais inspecteur du travail. Je sais que dans la fonction publique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais d'une façon générale, il y a un principe universel de droit, c'est-à-dire dans le monde entier. On ne peut pas être contractuel pendant des années. On est contractuel pendant 3 mois, pendant 6 mois, et alors si après il s'avère qu'on doit renouveler le contrat du contractuel, si je peux dire, ça devient un contrat à durée indéterminée, puisqu'on a besoin de lui. Mais comment peut-on garder un enseignant contractuel sous contrat à durée déterminée pendant des années et des années? Est-ce que vous m'entendez, Souheila? Oui, je n'entends pas très bien. Comment? Restez avec nous, je vais voir votre consoeur, peut-être elle va m'entendre mieux. Fahima Mahmour, vous m'entendez? Fahima Mahmour? Est-ce que vous m'entendez, Fahima Mahmour? Fahima Mahmour? Il y a un souci, je crois. Je crois qu'il y a un souci. Allô? Est-ce que vous m'entendez, Fahima Mahmour? Vous ne m'entendez pas? Non. Écoutez, je vais... Vous m'entendez? Fahima? Bon, excusez-moi, je suis obligé d'interrompre. Vous m'entendez, Fahima Mahmour? Là, je vous entends mieux, oui. Voilà. Expliquez-moi un peu
comment on peut garder des enseignants sous contrat à durée déterminée pendant des années, alors que soit on a besoin d'eux pour 3 mois, pour 6 mois, auquel cas on les recrute de façon conjoncturelle, puis on les remercie et on ne les retrouve plus jamais, soit si les mêmes enseignants, on doit leur renouveler éternellement leur contrat. On m'apprend même qu'il y a des enseignants qui sont sous contrat depuis 10, 12, 14 ans. Expliquez-moi un peu. Oui? Bon, je m'excuse, je demande à l'équipe technique de remercier ces 2 enseignantes. Nous sommes obligés d'interrompre, nous sommes en direct. Nous ne pouvons pas nous permettre, malheureusement, de faire une émission dans ces conditions. Merci à toutes 2. Merci à Fahima Mahmour et à Souheila Bouklel, à tous les enseignants qui sont en train maintenant de revendiquer leurs droits. Je rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant, qu'il y a 1500 enseignants environ qui sont en train de contester, qui ont fait une marche de Bjaya vers Alger, qui ont marché sur Alger, comme on dit, pour essayer de se faire entendre, et que des gens se préparent à Alger à ne pas les laisser entrer à Paris. Paris est une citadelle. Le régime a compris une chose, c'est que ça s'est passé comme pendant la protesta pour le gaz de schiste, que personne ne peut entrer et faire une protestation à Alger parce que le régime a une peur bleue d'Alger. Il sait que si Alger bouge, ce sera sa fin. Et donc, c'est comme lors de 24 avril, lors de la marche, de la manifestation à laquelle a appelé l'opposition contre le gaz de schiste, où il y a eu un nombre effarant de policiers. Certains parlent de 50 000 policiers qui auraient été mobilisés pour empêcher les gens de se rassembler. Cette fois-ci aussi, je ne pense pas que les enseignants puissent entrer dans Alger. Le fameux Wali Zour, que sa consoeur parisienne, la maire de Paris, a qualifié de monsieur, rappelez-moi le nom, le baron de Haussmann d'Alger, le grand architecte qui a fait Paris, elle l'a comparé au baron de Haussmann. Le fameux Zour a déjà affirmé qu'il ne les laisserait pas entrer dans Alger. Donc, et les enseignants, c'est ce qu'ils devaient vous dire aujourd'hui normalement, voulaient, s'ils avaient pu se faire entendre, malheureusement, vous avez vu, ce n'est pas possible, auraient voulu lancer un appel à tous leurs compatriotes pour être soutenus, pour que cette opposition qui se réunit et qui fait dans la parlotte et le blablabla, qu'on m'excuse de dire les choses comme elles sont. Je ne parle pas de toute l'opposition, je parle de la majorité de l'opposition ou qui se dit comme telle, ou qui se déclare comme telle. Je ne parle pas des vrais opposants, de ceux qui font tout pour faire bouger les choses. Ce serait bien, ce serait de bon ton que cette opposition aille au-devant des manifestants, qu'elle aille à leur rencontre, comme l'ont fait déjà certains, qu'elle les soutienne, qu'elle marche à leur côté et qu'elle porte leurs revendications et qu'elle mette fin à cette honte d'enseignants contractuels qui sont des contractuels pendant des années. Ça n'existe pas, ça, dans nul pays au monde. On ne peut voir un enseignant contractuel depuis 14 ans, depuis 12 ans, depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 6 ans. Et on a des milliers qui sont dans ce cas, malheureusement. Donc, je suis désolé. Je suis donc obligé de passer à la deuxième partie de l'émission de Panama Papers, de Shakib Khalil, de Bouchouareb. Et nous recevons Sami Ousseddiq, qui est coordinateur général de Ibtikar. Sami Ousseddiq, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Sid Jamel, et je salue vos auditeurs un peu partout dans le monde, et plus particulièrement en Algérie. Merci. Alors, je vais commencer par quelques petites questions pour essayer de débroussailler un peu. Alors, selon vous, pourquoi Shakib Khalil est-il revenu? Sachant que ce régime ne prend aucun risque gratuit. Là, il a pris un très gros risque. Ça veut dire qu'il a ramené quelqu'un dont son propre procureur général a dit que c'était un criminel, un voleur, lui, sa femme, ses enfants, une procédure qui a été engagée. Il y a des preuves fournies, y compris
par la justice italienne que ce monsieur est mouillé jusqu'au cou, qu'il n'est pas seul et qu'il a autour de lui un nombre impressionnant de complices. Alors, et ce régime le ramène en Algérie. Alors, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi ce régime a-t-il ramené Chakib Khalil? Pourquoi lui a-t-il permis non seulement de revenir en Algérie, mais de se faire adouber par une zaouïa, et vous connaissez toute la suite. Mais écoutez, tout d'abord, nous nous posons, normalement nous devrions, en tout cas, je parle de moi et de l'opposition dont je fais partie, nous devrions être des acteurs politiques. Aujourd'hui, nous sommes des commentateurs politiques. Il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons essentielles, c'est l'opacité de ce système. Alors, je vais vous répondre en émettant des hypothèses, parce que la réalité nous échappe. Ils ont dressé autour du pouvoir un mur qui aujourd'hui nous empêche de voir ce qu'il s'y passe. On entend des bruits. Vous imaginez, nous sommes de l'autre côté du mur, tous les Algériens sont de l'autre côté du mur, et nous entendons les bruissements de ce qui se passe dans le palais. Et nous analysons ce qui se passe suivant ces bruissements. Alors en termes d'analyse, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, journalistes, c'est compliqué pour nous également, mais c'est également compliqué pour l'ensemble des Algériens. Alors pour revenir au retour de l'ancien ministre de l'énergie, et qui fut, il ne faut jamais l'oublier également, pendant un temps président de la Sonatrach. C'est important à le redire. Je pense que nous sommes dans une séquence qui a déjà débuté depuis 2 ans. C'est une séquence qui a été mise en place par le pouvoir, que j'appelle la matrice, qui a pour but d'abord de recycler ces élites, de les blanchir, et aujourd'hui le terme de blanchiment convient autant pour l'argent que pour les hommes. Je veux dire que cette équipe-là, suivant un rééquilibrage très brutal dans la matrice, a décidé de prendre les rênes seul d'un système qui était jusqu'à maintenant un système d'équilibre entre les différents clans, factions ou familles, appelez-les comme vous voulez, qui faisait que ce système-là était équilibré. Et puis pour des raisons dont nous n'avons pas le temps d'évoquer ici, il y a le clan présidentiel, on va l'appeler comme ça, à la mode russe, puisque, petit aparté, il est très intéressant de voir comment s'est passé le changement de pouvoir entre Yeltsin et Poutine, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut tirer sur les méthodes utilisées. Vous savez, notre long compagnonnage avec l'URSS et la Russie en termes de technologie de pouvoir est très intéressant parce que pour nous, ça reste, pour nos gouvernants, un modèle. Alors pour revenir à ça, on les a blanchis. On les a blanchis, d'abord le procès Khalifa, qui a permis, par l'autorité de la chose jugée, en disant, bon, fermez le banc, vous avez supputé X, Y, étaient mêlés, maintenant le procès est passé, on passe à autre chose. Ces gens-là sont blanchis, on n'en parle pas. Non mais Chakib Khalil, oui, pourquoi l'ont-ils ramené? Il aurait très bien pu le laisser là où il était. Il était bien, confortablement installé dans ses centaines de millions de dollars aux États-Unis. Pourquoi ont-ils couru le risque de le ramener? Oui. Est-ce qu'il leur a fait du chantage? Est-ce qu'il leur a dit ou vous me blanchissez ou je vous traîne avec moi devant la justice italienne? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on le prépare pour quelque chose? Qu'est-ce que ça cache? C'est une première hypothèse qui est celle de dire, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui risque de vous dénoncer, il vaut mieux l'avoir à côté de vous plutôt que loin de vous. D'abord, c'est la première chose. Je pense que ça, c'est une hypothèse très solide. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que, je dirais, le nerf de la rente, c'est le pétrole. Et Chakib Khalil, en matière de pétrole, en matière de gaz, pardon, a été, je dirais, celui qui détenait le trousseau de clés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de la Sonatrach. Il faut savoir aussi que la Sonatrach, au-delà de ses contrats officiels, a des sociétés offshore qui vendent du pétrole à des amis à un prix bien plus bas que le marché et par une culbute fait des profits assez importants. Et c'est des sociétés offshore qu'on n'en voit pas, qui ont des intermédiaires algériens et autres, et avec qui on fait du business. Et au cœur de ce système-là, il y a... Vous êtes en train de nous dire, Sami, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des tractations parallèles aux ventes habituelles, offshore,
entre particuliers qui se vendent du pétrole ou du gaz à des prix qui ne sont pas conventionnels, qui ne sont pas ceux du marché, mais des prix qui sont convenus entre les uns et les autres. Oui, ça, il faut dire une chose. Ça, c'est une technique normalement usuelle du marché spot. On appelle ça le marché spot. Hein. Donc ça existe ailleurs. Maintenant, il faut savoir à qui on vend, quels sont ces intermédiaires et quelle est l'ampleur de ces ventes-là. C'est là où réside la chose. C'est pas tant dans la technique qui est utilisée, mais qui en profite, quelles sont les sommes. C'est ça les véritables questions. D'accord, très bien. C'est ça qui est important. À travers tout ce qui a été dit sur M. Chakib Khalil, en tout cas de ce que les personnes qui ont été interviewées ont dit, moi je retiens trois choses. Premièrement, l'absence du mot de justice dans tout cela. Personne ne parle de justice. Deuxièmement, on a assimilé monsieur l'ancien ministre de l'énergie à la rente et à l'opulence. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit aux Algériens? On leur dit, attendez, la situation se dégrade. Et en filigrane, les belles années sont symbolisées par Chakib Khalil. Et là, on voit toutes les clientèles, tous ceux qui ont bénéficié peu ou prou, se dire, ah mais c'était mieux sous Chakib Khalil lorsqu'il était là. Donc c'est important à garder. Et enfin, là aussi, il y a ce réflexe que nous avons et qu'on a inoculé à tous les Algériens que nous sommes, c'est l'étranger nous en veut. En clair, si Chakib Khalil est aujourd'hui accusé ailleurs, c'est sûrement à tort et nous devons, nous, Algériens, défendre cela. Or, je dirais que le plus grand tort qui a été fait, il a été fait d'abord aux Algériens. C'est ça la véritable question. Mais et que pensez-vous de ce qu'a dit le représentant des Zaouïas en Algérie, qui a dit nous avons béni Zekina, nous avons le président, telle année, tel mandat, tous les mandats, et que maintenant ils ont béni Chakib Khalil avec, et qu'ils sont avec Bouteflika, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi que... Qu'est-ce que vous en pensez de cette prise de position des Zaouïas d'Algérie? C'est une logique entière, mon cher Jamal. C'est la rente, encore une fois. On leur a donné des subsides, on les a laissés travailler. Et il faut dire que les Zaouïas, pendant de nombreuses années, ont subi le régime. Ça, il faut le dire quand même, il faut être juste. On leur a permis depuis un certain temps, et même avant Abdelaziz Bouteflika, le président de la République, à revenir. Là, elles ont été bénies par les mannes de la rente. Eh bien, je dirais, c'est pour service rendu. Hein. Voilà. Donc, alors, après, et Beni Younes... Tout ce qui est question de spiritualité, vous comprendrez qu'on n'en parle pas là. Il s'agit juste d'argent sonnant et trébuchant. Ok, très bien. Alors, Beni Younes, devant une chaîne de télévision étrangère, qui dit, alors écoutez bien, ce sont ses propres paroles, il dit, nous avons environ 150 milliards de réserves de change, nous avons une capacité d'endettement d'à peu près un même montant, ce qui fait que nous avons, et ce sont ses propres paroles, 4 à 5 ans de répit, dit-il. Ça veut dire, tant qu'il y a de l'argent, nous avons du répit, il n'y a pas de souci à se faire. Le jour où il n'y aura plus d'argent, ce qu'il dit en filigrane, là, il faudra craindre les dégâts. Si Jamal. Oui. La qualité cardinale, principale d'un homme d'État, d'un homme politique, c'est d'avoir une vision, de ne pas être englué dans le présent, mais porter son regard sur l'avenir. Donc, pour la vie d'un État, 4 ans, c'est même pas le temps d'un battement de cils. Ça représente epsilon dans la vie d'un État. Donc, pour moi, ce ne sont pas des paroles qui sont, je veux dire, qui peuvent refléter une vision de ce que doit être la chose. En plus, permettez-moi de vous dire que on ne peut pas réfléchir en termes de stock. Je m'explique. On ne dit pas voilà ce que nous avons. Ce qui est important, c'est la dynamique, c'est les flux. Aujourd'hui, en termes de flux d'entrée, vous avez vu 70% de moins de recettes tirées de l'argent de la vente des hydrocarbures. Et en termes de, je dirais, de dépenses, eh bien écoutez, c'est bien faible ce qu'on peut faire comme économie, il y a 9%. Donc, de ce point de vue-là, 4 ans, c'est pas demain. Je dirais, c'est même pas aujourd'hui. Mais pour un homme politique et un homme d'État, c'est déjà hier. Ça veut dire qu'on est éminemment en retard par rapport à ce futur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être notre plus grand problème. Alors, aujourd'hui, cette affaire de Bouchouereb qui a été révélée par Panama Papers, tout le monde convient que
cette affaire n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que Chekib Khalil est un gagné petit, relativement aux autres qui ne sont pas encore visibles. Alors, expliquez-nous un peu ce que ça promet, ces révélations. Est-ce que vous pensez que ces révélations de Panama Papers risquent de laisser apparaître autre chose que des petits lièvres, de nous faire voir la réalité des grandes prédations qui se chiffrent en centaines et peut-être en milliards de dollars? Alors, juste avant, préalablement, permettez-moi de vous citer juste un article de loi. Je vous en prie. L'article, plutôt d'ordonnance, l'article 126 de l'ordonnance 0311 sur la monnaie et crédit interdit clairement la constitution de tout avoir, qu'il soit immobilier, mobilier, fiduciaire ou bancaire, à partir de fonds provenant d'Algérie. Ça, c'est un règlement de la République populaire et démocratique algérienne. Donc Boujouerb, quoi qu'il dise, de toutes les façons, il est dans l'illégalité la plus totale, quelles que soient ses justifications. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est leur propre ordonnance. Voilà, c'est la loi. Alors, ce n'est pas le seul. Hein. Quand M. Saïdani vient et nous explique qu'il a eu l'aval du général Toufeq, pardon, à l'époque, et qui dit j'ai eu son aval, hein, comme si que le général Toufeq était autant l'administration fiscale que la Banque d'Algérie, et il nous explique 600 000 euros. Ceci dit, si nous avions eu la volonté d'avoir un outil fiscal, à ce moment-là, l'outil fiscal se saisit et voit le citoyen, je parle bien du citoyen, non pas du secrétaire général du FLN, voit le citoyen Saïdani et lui demande comment se fait-il qu'il détient 600 000 euros en France. Voilà. C'est une question qui se pose à nous. Alors, je dirais, revenons maintenant un peu à ces circuits-là. Il faut garder à l'esprit que les circuits de la corruption, je dirais, et ceux du blanchiment sont des circuits mêlés qui ont été mis en place il y a bien longtemps et qui sont réactivés, je dirais, de façon régulière. Alors, ce qui reste dans le filet qu'on a lancé, en termes de masse, 700 000 euros par exemple, c'est du menu fretin. Il se trouve, et ça je l'ai écrit il y a un an, qu'il faudrait plutôt se tourner vers les paradis fiscaux d'Extrême-Orient, Singapour, Macao, Hong Kong, sans compter quelques micro-États du Golfe, parce que, gardons à l'esprit quelque chose qui est arrivé dans les années 90. Jusqu'aux années 90, l'essentiel de notre commerce extérieur se faisait avec l'Union européenne. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'Union européenne prend une directive qui demande à toute compagnie, lorsqu'elle verse un pot de vin, de dire sur un bordereau la somme et le destinataire. Donc, ça a été compliqué. Et là, ça a été une des raisons à ce que le commerce avec la Chine, la Turquie et autres se développe. Ce n'était pas la seule raison, mais c'était une bonne raison. Ça permettait d'opacifier les circuits, je dirais, de corruption, ceux de remise de marge qui ont pris des chemins qui devenaient totalement opaques. Alors, Panama, Genève, qu'on a connu il y a 2 ans, je dirais, c'est véritablement on ne tombera que sur du menu fretin. L'argent est ailleurs. Oui, mais maintenant, d'après vous, selon vous, au train où vont les choses, selon le travail qu'est en train de faire ce consortium de journalistes qui sont en train de déplucher des millions d'informations, est-ce que et tout le monde sait que les grands barons du régime algérien ont détourné des milliards de dollars. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ne serait-ce qu'en commission pour les achats d'armement, d'équipements militaires, des pots de vin, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'en plus du menu fretin, les grands requins blancs vont apparaître maintenant? Vous pensez que c'est possible? Que ça ne va pas être étouffé quelque part? Alors, écoutez, là aussi, quant à cette recherche des paradis fiscaux, si vous permettez, il faut faire la distinction entre l'évasion fiscale et l'évasion de capitaux. Nous sommes d'abord touchés par l'évasion de capitaux. Donc les paradis fiscaux permettent cette évasion, mais c'est les capitaux. Ça veut dire que les sommes sont beaucoup plus colossales. Qu'on soit bien clair par rapport à ça, en ce qui concerne l'Algérie. Alors, moi je pense qu'en cette matière-là, tout dépendra de la raison d'État.
Je m'explique. Pourquoi aujourd'hui on a ces révélations? Bien évidemment, il y a le net, la mise en réseau, l'information circule. Mais il y a aussi un fait, les pays occidentaux qui ont toujours fonctionné depuis le capitalisme financiarisé avec des paradis fiscaux. C'est un énorme trou noir dans la finance, hein, mais que tout le monde connaît, et ça permet de bien fonctionner pour certains États, pour beaucoup de compagnies et pour certains particuliers. Il se trouve que ces pays-là ont deux dilemmes. D'abord, un dilemme stratégique, c'est le financement du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme les frappe, donc ils s'intéressent à ces circuits depuis quelques années. Et puis, il y a une autre donnée, c'est que ces pays ont de gros problèmes aujourd'hui d'équilibre budgétaire. Donc, dans la logique de l'évasion fiscale, ils essayent de rattraper dans leur NAS, je dirais, ce qu'ils peuvent avoir pour leur État. Quant aux autres États du tiers-monde, hein, ou pour être politiquement correct, j'appellerais ça les États émergents, il se trouve que pour les pays de l'OCDE, ça reste pour une monnaie d'échange avec, je dirais, les gouvernants de ces pays. Posez-vous la question pourquoi dans toutes ces listes, que ce soit aussi pour Wikileaks, on ne parle jamais véritablement des États-Unis, et je vous ferai remarquer qu'un des plus performants paradis fiscal se situe aux États-Unis, c'est l'État du Delaware. On en parle peu. Et Israël et d'autres. Ça ne rentre jamais dans le scope. Alors, on peut penser, sans tomber encore une fois dans la théorie du complot, parce que pour le coup, il n'y en a pas, du moins c'est mon avis, on peut penser que certaines informations sont filtrées et peuvent servir, le cas échéant, à une certaine pression sur certains pouvoirs. Mais, Sami Ousseddiq, en l'occurrence, concernant le régime algérien, mon avis personnel est qu'il y a tout ce que vous êtes en train de nous décrire. Évasion de capitaux, puisque ces gens sont en train de constituer des fortunes immenses qu'ils prélèvent dans les échanges, les divers échanges dont a besoin le pays. Ils ont d'immenses fortunes en dinars qu'ils sont en train d'échanger en euros, Port Saïd, Square Port Saïd, et dans toutes les villes où se pratique le marché noir de la devise, et dont ils achètent plus de 80% des sommes qui s'échangent en dizaines de millions de dollars par jour. Et aussi, ces gens-là, quand ils ramènent leur argent en Occident, ils ont besoin de le blanchir. Vous le savez très bien que pour blanchir 1 milliard de dollars, ils vont en dépenser 3 ou 4 pour faire comme si on avait gagné cet argent honnêtement. Puis, forcément, l'un dans l'autre, il y a aussi des cas d'évasion fiscale, puisque ces gens ne peuvent pas tout déclarer, parce que sinon, ça deviendrait gênant pour tout le monde. Donc, les cas de figure que vous décrivez, le régime algérien s'y retrouve systématiquement, et à chaque fois, je crois. Mais bien évidemment, hein. Mais vous savez, c'est encore plus pernicieux que cela. Parce que je pense aujourd'hui que ce qu'on a fait, je vais parler de l'Algérie, la corruption et l'illégalité sont devenus des normes et des comportements sociaux licites en Algérie. Qui paye ses impôts, qu'on soit bien clair. C'est d'abord, je veux dire, le fonctionnaire, puisqu'il y a une retenue à la source. Pour le reste, c'est plus compliqué. Et je dirais, ça a permis de rendre notre société et notre peuple et ses élites aussi, d'une certaine façon, délinquants. Parce qu'aujourd'hui, cette norme, si vous voulez, on essaye tous, dans notre position, d'y échapper. Les impôts sont trop élevés, on essaye de changer ce qu'on peut faire. Les lois, aujourd'hui, nous rendent délinquants. Et l'intérêt pour la matrice et le pouvoir de faire ça, c'est de dire, attendez, mais nous participons tous à ce système. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. Nous, effectivement, on met la main dans le pot de miel, mais vous y mettez le doigt. Ça rend aujourd'hui, ça stérilise d'une certaine façon la société, ça explique certains blocages de la société, et ce qui permet d'asseoir véritablement le système qui nous régit. Et ce système, si vous permettez, Sidi Jamel, il a, de mon point de vue, 4 principes de gouvernance. La prédation, l'irresponsabilité, le mépris, et enfin, et tout nous l'indique aujourd'hui, l'impunité. Et à côté de ça, il a les outils de cette gouvernance, l'instrumentalisation du droit, de l'économie, l'asservissement de l'État et de la justice.
voilà les valeurs de notre système, voilà les outils qui ont pérennisé cette situation. Et je cite souvent cette phrase-là d'un auteur, Ivan Illich, un philosophe, qui dit la corruption des meilleurs engendre le pire. Et le pire pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement bloqués. Et vous parliez tout à l'heure de l'opposition. Il est temps que cette opposition soit responsable pour les deux. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle envoie le reflet de ce que fait le pouvoir. Ça veut dire, en fait, se parler, être dans l'entre-soi et sortir sans véritable décision. Il est temps, véritablement, d'aller avec des vraies décisions. Alors, quand vous parlez de ces critères qui distinguent le régime, dont le mépris et l'impunité, que vous avez cité en dernier, est-ce que vous ne pensez pas qu'en ce moment où se crée cette histoire de Panama Papers, ce consortium de journalistes qui est en train vraiment de produire un miracle en termes d'information, de faire prendre à l'humanité un tournant historique dans l'histoire de la communication et de l'information et du journalisme d'investigation, est-ce que vous ne pensez pas que ce régime joue sur du velours, puisqu'il peut se permettre ce mépris, cette impunité, à un moment où la presse algérienne, et je ne jette pas la pierre aux journalistes, hein, ce n'est pas de leur faute, à un moment où la presse algérienne continue de subir la logique de la carotte publicitaire et du bâton de la répression? Mais tout à fait. En tout cas, je pense que nous partageons une opinion commune quant à la presse. Je vous parlais du modèle russe. C'est ce qui est arrivé avec la Russie. Nous avons les oligarques. Nous avons les oligarques qui détiennent les moyens de publicité. La Russie est d'abord un pays rentier comme l'Algérie. Donc nous avons véritablement une transposition avec, bien évidemment, ici ou là des différences culturelles, mais c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système clos, comme vous l'avez indiqué. Et ce qui va se passer, ça j'en prends le pari, c'est que le monde a changé. Je le dis souvent depuis quelque temps, et je l'ai même dit durant votre émission, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pourrons plus vivre dans le splendide isolement, que ce soit par les réseaux, par autres, l'information va arriver. Et nous allons plonger dans la mondialisation, dans la globalisation. J'espère pour le meilleur pour le peuple et pour le pire pour ceux qui nous gouvernent. Sami Oussedir, il nous reste plus beaucoup de temps. Oui, je vous en prie, poursuivez. Oui, je vous disais, les anciennes méthodes de gouvernance ne fonctionneront plus. Nous devenons de plus en plus, la terre devient une maison de verre. Vous savez, ce n'est pas pour rien que chaque fois, nos gouvernants votent en disant, nous, on ne veut pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Sami Oussedir, il nous reste plus beaucoup de temps. Il me reste deux questions à vous poser, très importantes. Mais malheureusement, je vous demanderai de me répondre de façon assez brève. Alors, la première est, devant une telle prédation de sommes aussi faramineuses, auxquelles se livrent les barons du régime algérien depuis maintenant des décennies, surtout depuis que Bouteflika est aux commandes, ou est censé être aux commandes. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines puissances occidentales sont littéralement, et je mesure mes mots, littéralement complices de ce régime et de ses prédations? Si Jamel, il n'y a pas de morale en politique internationale. Chaque État défend ses intérêts. Aujourd'hui, pour ces puissances, qu'est-ce que nous représentons? Nous représentons un fournisseur fiable d'énergie et un marché intéressant. Pourquoi voulez-vous qu'ils interviennent? Cette situation leur convient, ils se complaisent dans ça. Le problème, c'est pas que eux défendent leur intérêt. Moi, je le comprends. Le problème, c'est que nous, en tant que nation, État, mais véritable État, et non pas comme pouvoir, nous ne défendons pas les nôtres. Et j'en viens donc à ma dernière question, qui est celle-ci. Pourquoi l'opposition, ou celle qui se prétend être une opposition politique au régime, n'en fait pas plus que ce qu'elle en fait, c'est-à-dire presque rien? Écoutez, d'abord c'est compliqué de faire aujourd'hui en Algérie, il faut le dire.
hein. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire parce que, effectivement, hein, qui aujourd'hui peut mobiliser des gens dans la rue, même pacifiquement? On ne va pas se cacher. Il faut être clair. C'est compliqué. Mais, quand j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit. Je crois qu'il y a des actions, mais tant que nous aurons les mêmes réflexes, et je reviens, de nous réunir, de palabrer, de sortir avec le sourire et de se prendre en photo, ça n'a aucun sens. Il est temps que cette opposition comprenne que ce qui nous unit est éminemment plus important que ce qui nous divise. Sans cela, rien ne sortira de bon, si ce n'est la rue et avec son cortège de violence. Vous savez, la politique, c'est quoi? La politique, d'abord, c'est de pouvoir gérer les conflits de façon pacifique. Lorsqu'on ne fait pas de politique, c'est la violence qui s'installe. La politique n'est pas un mal, c'est ce qu'on a voulu faire croire aux Algériens depuis des décennies. L'homme politique, c'est l'inverse. Là où il n'y a pas de politique, c'est la violence qui prend la suite. Et ça, l'opposition doit le comprendre. Et c'est important pour nous. Merci, Sami Ousseddiq. Merci à mes deux invités, Souheila Bouklel, enseignante, Fahima Mahmouk, enseignante. Dommage qu'elle n'ait pas pu s'exprimer plus longtemps pour un problème de téléphone, malheureusement, de communication. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, mes chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.